Bonjour à toutes et à tous, nous voici arrivés à la fin de ce thème sur la cristallographie et aussi à la fin de notre cours de chimie pour cette année universitaire 19-20, une année qu'on finit de façon assez particulière, il faut dire. Alors, nous allons la boucler avec les cristaux covalents et pour cela, je vais commencer par, bien sûr, des définitions. Alors, les cristaux covalents sont constitués d'atomes hein, qui sont pas métalliques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas entre eux de liaison dite métallique, qui ne sont ni électropositifs ni particulièrement électronégatifs, c'est-à-dire qui ne vont pas être liés entre eux par des liaisons ioniques, mais plutôt donc par des atomes neutres non métalliques. Alors, de quoi est constitué en fait un atome? Il est constitué du noyau, bien sûr, et puis d'un nuage électronique, d'accord, qui tournent autour, qui ne sont pas fixes, mais qui tournent autour de ce noyau. Et on peut donc définir ce qu'on appelle un rayon atomique. Donc c'est la distance entre le noyau et bien sûr la sphère que va constituer la position des électrons qui tournent, circulent autour de ce noyau. Alors, comment va être réalisée la cohésion entre ces atomes, donc la cohésion du cristal, qu'on va appeler covalent, entre atomes de même espèce ou bien de différentes espèces. L'essentiel, c'est que ce soit des atomes neutres, non métalliques. Eh bien, cette cohésion est assurée par la liaison covalente qui va donner son nom à ces cristaux. Qu'est-ce que liaison covalente? Eh bien, c'est la mise en commun des électrons, ou pour être plus précis, c'est un recouvrement d'orbitales atomiques. Ce qui fait que si je veux définir un rayon qu'on va appeler un rayon de covalence, c'est-à-dire c'est la demi-distance entre les deux noyaux, eh bien ce rayon va être plus petit que le rayon atomique. La liaison covalente est une liaison courte et c'est une liaison très forte, donc dans laquelle les électrons sont positionnés entre ces deux noyaux. Ils ne circulent pas partout, hein, mais ils sont bien localisés. C'est des électrons localisés. Mais la cohésion des cristaux covalents n'est pas assurée que par la liaison covalente. La liaison covalente est une nécessité, bien sûr, pour former des liaisons covalentes. Mais pouvons avoir un autre type de liaison qu'on appelle plutôt interaction, hein, de Van der Waals. Ce sont des interactions électrostatiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans votre atome, comme nous avons dit que les électrons se baladaient un peu partout, nous pouvons définir une probabilité de présence d'un électron, non pas une position. Donc il peut arriver, si vous preniez des photos, plusieurs photos, pour voir la position de vos électrons, eh bien il peut arriver que vous ayez cette configuration-là, c'est-à-dire que les électrons soient un petit peu délocalisés, mais temporairement, de telle façon que l'atome soit temporairement, de façon temporaire, il peut ressembler à un dipôle. Donc, vous avez une région négative, une région positive, c'est ce qui fait que vous pouvez avoir des interactions temporaires, des interactions électrostatiques. C'est ce qu'on appelle une interaction de Van der Waals. Alors, de même que pour le rayon de covalence, on peut tout à fait définir un rayon de Van der Waals. C'est la même chose, c'est toujours la moitié de la distance entre le milieu de ces deux sphères. Et vous voyez que ce rayon de Van der Waals est souvent plus grand que les rayons atomiques. L'interaction de Van der Waals est bien entendu faible, vous l'avez compris, puisque ces dipôles sont temporaires, ce ne sont pas des dipôles permanents. Alors, dans ce cadre donc, du cours, nous allons définir deux types de structures covalentes. Une structure de type diamant et une structure de type graphite.
L'intérêt de ces deux structures, c'est qu'elles sont toutes deux constituées de l'atome carbone. Alors, comment on peut définir une structure de type diamant? Eh bien, c'est une maille cubique. On va détailler la composition de cette maille. Déjà, on va voir la différence entre ces deux structures. Alors que la structure de type graphite est une maille hexagonale. Donc je représente ici en gras la maille élémentaire, une seule maille, mais bien sûr si vous en faites plusieurs, vous allez observer des hexagones un petit peu partout. Donc je représente ici une seule maille, donc c'est bien une maille hexagonale, parce que A égale à B différente C, et que alpha et bêta, bien sûr, sont égales à 90 degrés, alors que gamma est de 120 degrés. Ça, c'est la première différence entre ces deux structures. Alors, pourquoi est-ce que dans un cas, le carbone forme une structure de type diamant, alors que dans l'autre, il forme une structure de type graphite? Eh bien, la différence est dans les liaisons. Regardons ça de près. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que chaque atome de carbone est capable de faire 4 liaisons covalentes dans 3 directions différentes, c'est-à-dire tridimensionnelles, donc A selon X, Y et Z. Alors que pour la structure de type graphite, chaque carbone, je prends par exemple celui-là, mais vous pouvez prendre n'importe lequel des carbones que vous avez ici, vous allez remarquer qu'il forme 3 liaisons de type covalent, dans 2 directions différentes, c'est-à-dire en plan, selon un plan, elles sont planes ces 3 liaisons. Et où est la 4e liaison du carbone? Eh bien, c'est une liaison entre 2 plans différents, et c'est une liaison de type Van der Waals électrostatique. Donc la différence entre ces 4 liaisons font la différence entre les 2 configurations, les 2 structures du carbone, qui peut être les 2 allotropes du carbone solide, le carbone diamant et le carbone graphite. Nous allons voir chaque structure. Bon, alors on va commencer par la structure de type diamant. Donc comme vous le voyez devant vous, je vais mettre le pointeur qui a disparu, là. Donc, comme vous le voyez devant vous, la maille de type diamant est une maille cubique à face centrée avec la moitié des sites tétraédriques occupés. C'est-à-dire que les carbones occupent tous les sommets de cette maille, le centre des faces, plus un site tétraédrique sur 2, c'est-à-dire 4 sites sur 8. Alors, si on calcule le nombre d'atomes de carbone dans cette maille, vous êtes d'accord que nous avons 8 fois 1/8 atome, ça c'est pour les sommets, 6 fois 1/2, ça c'est pour les atomes des faces, et 4 sur les sites tétraédriques. Ça nous fait 8 atomes de carbone par maille. C'est une maille cubique F, c'est-à-dire que nous sommes supposés avoir 4 motifs par maille. Cela signifie quoi? Ça signifie que chaque motif est constitué de 2 atomes de carbone. D'accord? Bon, si nous pouvons aussi, bien sûr, donner les coordonnées de ces 4 motifs, c'est-à-dire les coordonnées des 8 atomes qui constituent ces 4 motifs. Donc, le représentant des sommets, bien sûr, il est en 0, 0, 0. Vous avez 3 représentants des faces, les plus proches, bien sûr, de l'origine. Donc, les fameux 1/2, 1/2, 0, 0, 1/2, 1/2, et puis 1/2, 0, 1/2. Puis, les 4 des sites tétraédriques, donc un site sur 2 tétraédriques. Donc, pour toutes ces coordonnées, vous pouvez bien sûr voir
la vidéo dédiée aux projections et puis à la définition des mailles cubiques. Ça a été abordé dans le cours sur les cristaux métalliques. Alors, on peut d'ailleurs retrouver toutes ces coordonnées en faisant, par exemple, une projection selon AB. Donc, on va projeter la maille et son contenu selon AB, et là, nous pourrons visualiser tous ces atomes et, bien sûr, définir leur position ici selon C, l'axe qui a disparu au cours de notre projection. Et bien sûr, vous avez ici A et B. Donc, vous voyez bien les 8 sommets. On en a un en 0, bien sûr, et un autre qui lui est confondu en 1, donc les 4 coins. Vous avez un seul motif sur les faces. Là, ça, c'est les 4 faces, ces 4-ci, en 1/2, bien sûr. Et vous avez les 2 faces qui constituent la base, d'accord? Donc, un en 0 et l'autre en 1. Ensuite, les 4 sites tétraédriques, un site sur 2. C'est-à-dire que si celui-ci, il est en 1/4, il s'agit de celui-là, 1/4 de C, bien sûr, en 3/4 de C, il n'y a rien du tout. Donc, c'est celui qui est à côté qui va être en 3/4 de C, 1/4 de C, 3/4 de C. Donc ça, c'est les 4 sur les 8 des sites tétraédriques. Donc, cela nous permet, bien sûr, de définir tous les paramètres de cette maille, entre autres la coordinance. Alors, vous l'avez compris, chaque carbone occupe les sites tétraédriques du carbone. Donc, il est entouré de 4 carbones. Et je précise que ceci est valable pour tous les carbones, non pas pour celui que vous voyez là à l'intérieur du site tétraédrique, mais tous les carbones sont entourés de 4 carbones. Pour voir, bien sûr, l'entourage des 4 carbones, d'un carbone, par exemple, du sommet, il va falloir, bien sûr, représenter plusieurs autres mailles, entre autres 4 mailles, 4 autres mailles, 3 autres mailles, pour voir l'entourage de celui-ci. D'accord? Mais on peut travailler, pour voir l'entourage du carbone, on peut travailler sur ceux qui appartiennent en totalité à la maille. Là, on peut voir les 4 atomes voisins. Mais je le répète, c'est valable pour tous les carbones de la maille. Alors, bien sûr, si on vous demande de déterminer le rayon de covalence du carbone, c'est-à-dire la distance CC, c'est-à-dire la longueur de la liaison covalente, eh bien, vous allez travailler selon la tangence. Donc, vous allez calculer cette distance en disant qu'il y a tangence carbone-carbone tout au long de la demi-diagonale du petit cube de paramètres A sur 2, c'est-à-dire le raisonnement qu'on fait pour déterminer le rayon du site tétraédrique, parce qu'il s'agit ici du site tétraédrique. Donc cette distance, donc cette demi-diagonale du petit cube de paramètres A sur 2 est égale à 2 fois, bien sûr, le rayon de covalence que vous pouvez tout à fait calculer si on vous donne le paramètre A de la maille, qui est connu pour le carbone diamant. Bien. On peut aussi calculer la compacité. Donc, vous avez 8 atomes d'un rayon, d'accord, au cube, qui peut être déterminé ici si vous avez le paramètre de la maille, sur A au cube. Alors, A au cube aussi, donc vous avez la relation entre A et R, d'accord? Donc, en simplifiant tout ça, donc vous allez avoir une maille dont la compacité n'est que de 34%. Donc, une maille très peu compacte, une maille assez, si je peux m'exprimer ainsi, aérée, où il y a beaucoup de vide. Bien. C'est d'ailleurs pour cela, c'est comme ça qu'on l'explique, si vous voulez, le fait que le diamant soit transparent, très dur et bon isolant électrique. Je m'explique. Il est transparent parce qu'il laisse passer la lumière, parce qu'il n'y a rien qui absorbe cette lumière, parce que les électrons, ce sont eux, normalement, qui absorbent les lumières, la lumière, les rayons, l'énergie, eh bien, ce sont des électrons immobiles, contrairement aux électrons
d'un cristal métallique. Ils sont immobiles, donc impliqués dans les liaisons covalentes, donc ils laissent passer les rayons lumineux, ce qui fait du diamant, bien sûr, un cristal transparent. Il est très dur parce que nous avons pour une seule maille, regardons pour cette seule maille, si on compte le nombre de liaisons covalentes qui sont des liaisons fortes, donc il faut énormément d'énergie pour les briser. On en voit déjà ici 16. Hein, mais n'oublions pas que ce carbone, lui aussi, il a une liaison covalente ici, mais n'oublions pas qu'il en a 3 autres, hein, qu'on peut aussi compter en divisant par 4, si vous voulez. Hein. Donc, vous avez ici un très grand nombre de liaisons covalentes. C'est ce qui explique, bien sûr, la dureté de ce cristal. C'est bien entendu un excellent isolant électrique pour les mêmes raisons, hein, toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que les électrons qui, dans le cas des cristaux métalliques, sont libres de circulation et font que les cristaux métalliques sont de très bons conducteurs, eh bien ici, ils sont immobilisés dans les liaisons covalentes, hein, ce qui fait qu'ils sont très bons. Passons maintenant à la structure de type graphite que vous avez ici devant vous. Donc, il s'agit d'une maille hexagonale, c'est-à-dire que A égale à B différent de C, que les angles entre BC et AC sont de 90 degrés, alors que l'angle entre A et B est de 120 degrés. Observez la position des carbones dans cette maille. Donc, vous avez les 8 sommets occupés par un atome de carbone chacun. Vous avez un atome de carbone au niveau de la base, des 2 bases. 4 atomes de carbone au niveau de la moitié des arêtes et un atome de carbone à l'intérieur de la maille. Faisons la projection selon AB de cette maille et de ce contenu pour observer la position des atomes de carbone. Donc, quand vous faites la projection de la maille, vous obtenez un losange, n'est-ce pas? Un losange. Puis, nous voyons au niveau des sommets de ce losange, à chaque fois, 3 atomes de carbone. Les voici. Par exemple, si je prends ce sommet, donc vous avez un carbone en 0C, un carbone en 1,5C et un carbone en 1C. Donc 3 à chaque fois. Ensuite, pour les atomes des bases, vous avez un atome en 0C et un atome en 1C. Ces 2 atomes sont en 1 tiers, 2 tiers, selon A et B. D'accord ? Donc, vous avez les 2 atomes en 1 tiers, 2 tiers, selon A et B. Et finalement, l'atome au milieu de l'arête, il est situé en 1,5 de C. Et si vous avez les atomes des bases situés en 1,5 2 tiers, selon AB, celui-là est situé en 2 tiers, 1 tiers, selon AB. D'accord ? Donc, le voici. Il est en 2 tiers, 1 tiers, si ceux-là sont en 1 tiers, 2 tiers. Et il est en 1,5C. Nous pouvons donc calculer le nombre de carbone par maille. Donc, les 8 sommets sont représentés par un seul atome de coordonnées 0, 0, 0, donc le plus proche de l'origine, hein, bien sûr, à chaque fois. Les 2 atomes des bases sont représentés eux aussi par un seul atome le plus proche de l'origine, puisque chaque base, bien sûr, je vous le rappelle, un atome d'une base est commun à 2 mailles, celle-ci et celle du dessous. Donc, le plus proche de l'origine, donc il est en 1 tiers, 2 tiers, on a dit, selon AB, et 0, hein, selon C. Les 4 atomes des arêtes sont aussi représentés par un seul atome, le plus proche de l'origine, puisque une arête est partagée entre 4 mailles, on va dire, pour faire court. Et donc, cet atome, il est bien sûr c'est celui-là, hein. Donc il est en 0,0 et 1,5 de C. Et finalement, le dernier atome
qui se situe à l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez choisi 1/3, 2/3 pour les atomes des bases, il faut choisir 2/3, 1/3 pour l'atome qui est bien sûr à l'intérieur. Et vice-versa, hein, vous pouvez faire le contraire. D'accord ? Mais bien entendu, celui-là, il est en 1/2c. Ce qui nous fait 4 atomes de carbone par maille. Mais nous le savons, pour le type hexagonal, dans les réseaux de Bravais, cette maille ne peut être que primitive, donc un motif par maille. C'est-à-dire que ce motif est constitué de 4 atomes, dont voici les coordonnées. Alors, la coordinance, c'est-à-dire le nombre des plus proches voisins des carbones. Donc, on l'a déjà dit, ce carbone, par exemple, si je prends celui-là, n'importe lequel, hein, si on travaille sur celui-là, il est lié par 3 liaisons covalentes avec 3 atomes de carbone, d'accord ? Et on l'a dit, le dernier électron, hein, il est mobile, il circule entre tous les carbones. Hein. Donc, en fait, nous n'avons que 3 liaisons covalentes, donc 3 atomes de carbone voisins. Ce qui fait bien sûr de cette structure de type graphite une structure lamellaire, hein, en feuillet. Hein, on dit qu'il a une structure bidimensionnelle. D'accord ? Entre les feuillets, vous avez la fameuse interaction de Van der Waals, qui est bien sûr induite par ces électrons libres au niveau de chaque feuillet, qui circulent au niveau de chaque feuillet. C'est une liaison faible, ce qui fait que les feuillets, bien sûr, sont très peu liés entre eux. Alors, on peut tout à fait les détacher les uns des autres, assez facilement. Bon, la compacité, comme d'habitude, vous avez 4 atomes de carbone par maille, donc il va falloir multiplier par 4 le volume d'une sphère sur le volume de la maille. Donc, en faisant le calcul, on trouve une compacité pour le graphite de 18%, donc c'est une maille assez aérée, très peu compacte, avec beaucoup de vide, hein, à l'intérieur. On peut aussi calculer des distances carbone-carbone à 2 niveaux, c'est-à-dire au sein d'un même feuillet, donc la distance entre les 2 carbones liés par une liaison covalente, et la distance entre les feuillets, c'est-à-dire entre carbones, est liée par une liaison de Van der Waals. Et cette fois-ci, ces distances, c'est bien sûr entre les 2 rayons de carbone. On va voir d'un côté un rayon covalent et de l'autre ce qu'on va appeler un rayon de Van der Waals, d'accord, du carbone. Alors, au niveau d'un feuillet, donc vous retrouvez ici le fameux triangle équilatéral. Le rayon du triangle équilatéral est donné en racine de 3 sur 3 A. Et le rayon de ce triangle équilatéral n'est rien d'autre que la distance entre les 2 carbones, c'est-à-dire 2 fois le rayon de covalence. D'accord ? Donc 2 fois le rayon, c'est racine de 3 sur 3A. Alors que, bien sûr, la distance entre les 2 carbones entre 2 feuillets, hein, ce n'est rien d'autre qu'un demi de C. Pour finir, bien sûr, on explique très bien la nature opaque, molle et conductrice du carbone graphite, c'est-à-dire opaque pourquoi ? Le graphite est gris à noir, hein, c'est un peu, le graphite, c'est la mine de votre crayon, c'est le charbon, donc il a une couleur foncée. Pourquoi ? Parce que quand on envoie un rayon lumineux sur ce cristal, ce rayon est absorbé par quoi? Eh bien, par ces fameux électrons qui sont libres, qui sont mobiles. Donc, c'est eux qui absorbent cette lumière et qui donnent la couleur foncée du graphite. Le graphite est mou, on l'a dit, à cause de ces liaisons de Van der Waals faibles, et il est conducteur électrique, bien sûr, pour les mêmes raisons, grâce ou à cause, ça dépend de ce qu'on veut, donc de ces électrons qui sont mobiles et qui sont responsables de la conductivité du graphite.